on fera comme on dit les arabophones, que vous allez avoir une autre idée. Ça, je vous laisse le soin de développer ce que vous voulez. J'ai fait lecture ici. C'est quoi, c'est quelque chose. Lecture dans la crise syrienne. Ça, c'était le début, c'était lecture dans la crise syrienne. Où va la Syrie? Donc, c'est un peu lecture dans la crise syrienne. Avec où va la Syrie? Donc, après 2 ans, ce qui se passe, actuellement, on est où? Où va cette Syrie, donc? Mais, j'ai dû faire un peu une introduction. Cette introduction, c'était sur le printemps arabe. Je me suis posé la question, est-ce que le printemps arabe est une invention américaine? Est-ce que c'est les Occidentaux, et les Américains en particulier, sont derrière le printemps arabe? C'est eux qui l'ont fabriqué. C'est eux qui ont poussé cette population tunisienne. Donc le printemps arabe, est-ce que c'est les Américains, les Occidentaux qui sont derrière? Parce que je me souviens que j'ai lu chez pas mal comment on appelle, d'intellectuels de gauche, hein, généralement les gauchistes. Donc, derrière le printemps. Même certains islamistes sont montés dans ça un peu, ils n'étaient pas pour le printemps arabe, en voyant que c'était les autres qui sont derrière, les Américains derrière. Ça nous pousse à des réflexions. Et ces réflexions pourquoi on a cru à ça? Sur quelle base? Sur quelle base? Sur quelle base on a cru que c'était les Américains derrière, ou les Occidentaux? On dit qu'il y a des gens qui se sont traînés sur l'Internet, Facebook et tout ça, mais ça ne peut pas faire marcher tout un peuple, faire un soulèvement tout un peuple. C'est difficile. Ça, on se voit la face de voir par exemple que le régime de Ben Ali, de Kadhafi, de Moubarak ont trop duré longtemps. Quand un régime, tout régime, dépasse 10-15 ans, quand il dépasse 15 ans une personne au pouvoir, c'est difficile. Quand on dépasse 15 ans, le pouvoir lui-même est corrupteur. Tu travailles peut-être les bonnes 5 premières années, mais après, tu n'arrives plus à supporter, donc à faire du nouveau. Les gens rentrent un peu dans la monotonie. Toi-même, tu n'as plus rien à apporter. Donc tu deviens un frein au développement des peuples. C'est pour ça l'idée de transition politique entre les gens, entre les partis, tout ça, elle est très importante. D'ailleurs, si vous vous souvenez, quand j'ai parlé des califes, donc, je dis que Othman, c'était un peu 12 ans. C'était long. Avec son âge. Plus il n'y a plus d'idées. On n'a pas lancé d'idées. Le système s'est cassé. Omar al-Khattab, après 10 ans, à la fin de son règne, il a lancé cette idée d'aller dans les provinces, de faire des parlements donc un peu provinciaux, puis de faire une grande réunion. Ça a été son idée qu'elle a été lancée avant sa mort. C'est lui qui l'a lancée. Par contre, le temps de Othman, on n'a pas lancé d'idée. On est bien, ça va, ça marche. Il n'y avait pas d'idée. Et ça, c'est un problème. Tous les régimes, toute personne arrivant au pouvoir, quand il dépasse 12, 14, 15 ans, lui-même, il devient un frein. C'est pour ça, les royaumes d'Europe, parmi les gens, leur bonne évolution, ce que les rois, c'est auto-limité. Parce que son règne, il peut aller à 40, 50 ans, mais aussi limiter les prérogatives. Donc, les gens ne le voient pas comme étant la personne qui dirige. Donc, qui gère les affaires courantes de la population et qui dirige la situation politique et tout ça. Donc, c'est le peuple qui choisit les gens qui dirigent. Le roi, c'est pour la stabilité du pays. Par contre, les gens qui dirigent passent par
élections libres, officielles. Donc, et cela, il y a une alternance entre les partis politiques, entre les gens au sein du même parti, entre les courants au sein du même parti. Ça, c'est l'un des points forts de l'Occident en général. On peut le saluer pour ça. Parce que moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse que cette idée-là, elle fait évoluer les gens. Tu sais, par exemple, en Tunisie, en Libye, en Égypte, tellement le pouvoir s'est renfermé, on a commencé à avoir l'idée, ce qui a été fait en Syrie, parce qu'elle a réussi en Syrie, de l'héritage. On dirait que le pays est devenu une grande ferme que je fais l'hériter à mon fils, ou à un membre de ma famille, ou à mon clan, et ainsi de suite. Ah, ça c'est un problème. Parce que personne ne parle, je fais ce que je veux. C'est pour ça, quand je parle de l'Égypte, j'ai dit hier que l'Égypte souffrira encore dans la période Moubarak. Ce qui se passe actuellement avec le barrage de l'Éthiopie, c'est des conséquences de la politique de Moubarak. 30 ans de moubarakisme, où l'Égypte a abandonné son statut, son rôle d'un grand pays. C'était un peu de la personne qui n'avait... L'Égypte, avec toute cette classe intellectuelle, les gens forts, blabla, presque elle a été un peu, comme on dit, d'une façon... Quand on tue quelqu'un, mais on ne le tue pas physiquement. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en Tunisie. Donc c'est pour ça, je me suis toujours posé la question, pourquoi les intellectuels généralement de gauche ont vu ça comme événement? Pourquoi? Est-ce que les peuples arabes n'ont pas ce droit d'évoluer? Est-ce que les peuples arabes ratent toujours le virage d'évolution? On a raté un grand virage à travers l'histoire à cause de l'inertie. Entre 1258 ou bien 60 et 1517, l'Égypte a été gouvernée par ce qu'on appelle les Mamelouks, les deux États Mamelouks. L'État des Mamelouks l'appelle Al-Bahriya, l'État Mamelouk Al-Bourjiya. Pendant 3 siècles, on ne peut pas dire que l'Égypte était vide, il n'y avait pas d'intellectuels, de ulama, Azhar, tout fonctionnait. Mais personne n'a pu dire, mais le peuple égyptien était loin de ce qui se passe à ce qu'on appelle Al-Qala. Si vous arrivez au Caire, vous êtes en plein quartier, Azhar, donc Sayyidina al-Hussein, Khan al-Khalili. Vous avez un peu, à votre gauche, oui, en haut un peu, ce qu'on appelle Al-Qala. Al-Qala, c'est un peu là où était le gouvernorat, les gens qui gouvernaient l'Égypte, les Mamelouks. Mais les Mamelouks, c'était des esclaves qui ont grandi dans l'armée et qu'eux choisissaient un parmi eux d'être à la tête, pas plus. Donc il y avait un peu une coupure entre le peuple égyptien et les Mamelouks. Une coupure totale. Et si quelqu'un arrive à critiquer, arrive à dire écoutez, on ne peut pas vivre comme ça, il faut... La réponse vient juste, écoute, c'est eux qui nous ont défendus devant les croisés. Et si ce n'est pas eux, nous serons maintenant des non-musulmans. Et puis de ce système-là, on arrive au système, ce qu'on appelle le système des janissaires, au temps de l'État ottoman. On va le voir aussi, pendant aussi 3 ou 4 siècles. Ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du XIVe et XVe siècle? L'Europe, pas les loin. Elle a pu contourner l'Afrique et arriver aux Indes. Elle a pu aller au Nouveau Monde. Les gens de Vénus, qui détenaient le monopole du commerce européen à l'époque occidentale, avec les Égyptiens, parce que tout ce qui venait de l'Orient passait par l'Égypte, donc est transféré vers Chypre et vers donc l'Italie et tout ça, les villes italiennes, et c'était exactement Vénus qui détenait ce rôle. Les gens de Vénus ont écrit une lettre au sultan d'Égypte de l'époque, Mamelouk. Ils lui disent, écoute, ce qui se passe est grave. Ce n'est pas quelque chose de normal. Ils s'en foutaient complètement. Ils s'en foutaient complètement. Il n'a pas réagi. Il n'a pas su qu'on
qu'on est dans une phase que j'appelle un tournant dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'il y a un tournant dans l'histoire d'un pays. Comme il y a un tournant dans l'histoire d'une personne. Toute personne, dans son propre histoire, il a un tournant. Donc, il y a un tournant dans l'histoire d'un pays. Il y a un tournant dans l'histoire d'une religion. Il y a un tournant dans l'histoire d'un rite. Il y a un tournant dans l'histoire de l'humanité. Moi, quand les gens me disent, quand est-ce qu'on commençait ce qu'on appelle l'usur al-haditha, donc l'époque un peu modernité, ils me disent, c'est la chute de Constantinople, 1453. On dit, non, la chute de Constantinople n'avait aucun impact. Aucun impact. Celui qui avait un impact sur l'histoire de l'humanité, c'est le Nouveau Monde. 1492. L'arrivée de, à l'époque, Christophe Colomb, et après lui, Amerigo Vespucci, à la fin du XVe siècle, au Nouveau Monde. Ça, il a eu un impact dans l'histoire de l'humanité. Comme on me dit, le Moyen-Âge commence avec la chute de Rome, 476, je dis, il n'avait aucun impact. Le Moyen-Âge commence en 610, à l'avènement de l'islam. Parce qu'il y a un changement dans l'histoire de l'humanité. Il y avait un tournant, une nouvelle religion, qui a créé un nouvel État, donc, qui a donné... Avant l'islam, l'humanité avait un visage, après c'est un autre visage, pas le même visage. Donc il faut, les gens soient, il y a des tournants. Actuellement, nous sommes dans un tournant. Dans ce que j'appelle le printemps politique, qui amène dans le monde musulman un printemps culturel. Parce que il faut qu'on arrive à ce printemps culturel. Le blocage politique a tué les musulmans. Ils ne pouvaient pas faire de réflexion sur le culturel. C'est hier ce que j'ai dit, ça m'étonne, ceux de gauche. C'est pour ça aussi, j'ai demandé à un ami que Younes connaît très bien, et j'ai toujours lui posé cette question. Pourquoi les peuples, bien les États d'Amérique du Sud, ont eu ces positions contre le printemps arabe? Je me souviens, moi, dans les années 80, quand ce peuple luttait à l'époque aussi pour avoir leur... donc c'était un peu des gauchistes, qui étaient dans les mouvements, bon, les syndinistes et tout ça, les Caragua, c'était les gauchistes. Eh bien, nous, on les a supportés, ces peuples aussi ont droit à cette démocratie. Et on est réjouis qu'il y a des élections au Venezuela, il y a des élections au Brésil, donc que ces pays-là sont arrivés à bâtir des démocraties. Même, on a salué la position de l'Église. L'Église, dans les pays d'Amérique du Sud, a été à côté des peuples. Et peut-être le nouveau pape, à mon avis, vient de cette conception. Pourquoi eux se sont opposés au printemps arabe? Ça, c'est une question qui mérite d'être signalée, qui m'est dédiée à ces gens-là. Pourquoi? Ce qu'on appelle la théologie de la libération, c'est ça? Oui. Pourquoi? Pourquoi les peuples arabes, quand ils ont dit à Kadhafi? Non. Donc ça, c'est important de le voir. Pour moi, ça a été vraiment une... Maintenant, ce printemps arabe a été en Égypte, en Tunisie et en Libye. Son problème, qu'est-ce qui s'est passé en Syrie? En quoi diffère la Syrie de l'Égypte, de la Tunisie, de la Libye? Je commence par la Libye. Je donne un petit aperçu, je ne fais pas l'affaire libyenne, hein, juste un petit aperçu. Ce qu'on voit actuellement en Libye, on voit une bonne évolution. La Libye sort d'une époque où j'appelle le non-État. Au temps de Kadhafi, il n'y avait pas d'État en Libye. Il n'y avait aucune institution, aucune assemblée élue, aucun parlement. Le modèle que Kadhafi a voulu gouverner Libye avec, ce qu'il appelle la Jamahiriya, les communautés populaires, c'est un modèle que je n'arrive pas à le suivre l'histoire. Qu'il a copié sur Pol Pot. C'est pour ça que ça m'étonne des fois quand je trouve des gens, et ça je me méfie de certains intellectuels qui sont vraiment achetés par l'argent, en disant que Kadhafi a vu une théorie, la troisième théorie. Oh, mais de quelle troisième théorie vous parlez? Il n'y a rien en Libye. Il y a Kadhafi et ses enfants. Même il n'y avait pas d'armée. Kadhafi est revenu au système des janissaires, en faisant venir des gosses. Donc, et en les élevant comme étant des phalanges de Kadhafi. De défendre lui et ses enfants. Ça, c'est grave. Honnêtement, c'est grave. Donc, c'est pour ça
Ce que je vois actuellement, c'est une nouvelle donne. Je vois que le pays est en train de sortir d'une époque de non-État à bâtir un État. Je ne dis pas qu'il fait, mais ils sont en train de bâtir un État avec 2 ou 3 points essentiels et importants. C'est la première fois qu'on entend en Libye que les gens ont démissionné, ministre de l'Intérieur démissionne. Les Libyens ne connaissaient pas pendant 42 ans que ça veut dire démissionner. Il n'y avait devant eux que tu es démis, ou bien tu dois te rester chez toi, résident surveillé. D'ailleurs, le numéro 2 du régime libyen, Djelloud, des années, personne n'a entendu parler. C'était le numéro 2 du régime, Abdeslam Djelloud, l'adjoint de Kadhafi, personne. Il a fini presque en quarantaine. Donc, c'est ça la Libye. Des gens même comme Mansour el-Kikhia, il a été kidnappé avec la complicité des services de Moubarak, du Caire, quand il a défendu les droits de l'homme. On l'a fait venir en Égypte, en Libye, il a été tué par Kadhafi. Donc, les gens de Bouslim, les islamistes de Bouslim, qui étaient incarcérés dans une prison de Bouslim, en 97-98, Kadhafi est le dernier chef des SR libyen qui a été arrêté à Nouakchott. Donc, qui a été à Nouakchott, c'est son dernier chef des SR. Il a été arrêté, puis il a été extradé vers la Libye. Donc, on a tué 1600 personnes de leurs mains. Des familles venaient rendre visite aux enfants. Et on leur disait qu'ils ne sont pas là, qu'ils travaillent là, jusqu'en 2006, où les gens ont su que leurs enfants ont été tués. Il faut bien voir la situation. Donc la Libye est sortie du gouffre. Hein. Qui diffère ça de ce qui s'est passé par la junte militaire au Chili, la junte militaire, ce qu'elle a fait donc, en Uruguay, en Argentine. Ils ont fait des choses que Kadhafi a fait, pas plus. Pourquoi on n'a pas voulu que le peuple libyen s'émancipe et se libère? Donc, deuxième point, c'est la première fois. Il y a un parlement, il y a des lois, il y a des, comme je vous ai dit, des ministres qui démissionnent. Parce qu'un ministre qui démissionne, c'est une bonne, comme dit, c'est un bon phénomène dans la société. Ça veut dire qu'il y a une personne qui dit je ne suis pas à la hauteur de telle ou telle chose, je ne peux pas l'assumer. Par contre, rester ministre, tu colles à un poste dont tu n'es pas responsable, mais carrément irresponsable, ça c'est la grande catastrophe. Je reste ministre, ça ne m'intéresse pas, je prends les privilèges d'un ministre et je ne fais rien. Mais quand une personne dit non, je ne suis pas à la hauteur d'être dans tel ou tel poste, ça veut dire que c'est une personne, il sait ce que veut dire la compétence, il sait ce que veut dire le poste d'être ministre. Et ça, c'est une bonne idée. La seule chose que j'ai critiquée dans l'évolution de l'affaire libyenne, c'est que récemment, le Parlement libyen a voté une loi, que j'appelle la loi de l'exclusion. Donc, toute personne qui a eu un poste au temps de Kadhafi s'appelle Abdallah Snoussi, chef des SR libyen. Comme ça. Donc, c'est la loi de l'exclusion. Cette loi, j'espère de tout mon cœur qu'un de ces jours, le Parlement va la revoir. Ça veut dire que toute personne qui a eu un poste au temps de Kadhafi est automatiquement éliminée donc d'avoir un poste dans le nouvel État. Et ça va nuire à beaucoup de gens compétents. Et à beaucoup de gens peut-être intègres. C'est pour ça, à mon avis, l'exclusion ne doit pas se faire comme ça d'une façon générale. À mon avis, qu'il fallait mieux dire, écoutez, on exclut quelqu'un s'il est vraiment impliqué dans des assassinats contre des innocents libyens. On n'exclut pas quelqu'un parce qu'il a travaillé dans le système Kadhafi. Il n'avait pas le choix. On ne peut pas exclure quelqu'un comme ça. On exclut quelqu'un vraiment si la justice prouve qu'il a été impliqué dans l'assassinat des innocents ou des gens comme ça sous le règne de Kadhafi et faire des dépassements. Donc pour moi, la Libye, peut-être aussi ce qui a aidé la Libye à faire ce saut, c'est un pays riche, il n'a pas besoin d'argent, il n'a besoin de personne. Donc c'est un pays qui a ses propres richesses, et il démarre. Et dans les 10 années à venir, si la Libye marche dans ce contexte-là,
elle sera une bonne force. Elle sera un très très bon pays. Maintenant, pour la Tunisie, ce qu'on voit, la Tunisie, son premier problème, c'est que la Tunisie est pauvre. Sa seule ressource, généralement, c'est le tourisme. Donc, et deuxième point, elle n'a pas reçu d'aide. Donc, des pays voisins. Donc, elle n'a pas reçu cette aide. Seulement, il y a 2 ou 3 points. Le premier point, que la Nahda tunisienne a fait une bonne évolution dans sa marche. Donc, ça, c'est important. Il y a eu une contre-révolution. Il y a eu une contre-révolution en Tunisie. L'assassinat de Belaïd Choukri. Elle voulait une contre-révolution. On voulait endosser ce crime à Nahda pour la faire sortir du gouvernement. Donc c'était un peu une contre-révolution menée par pas mal, aidée par des puissances d'autres pays de l'étranger et tout ça. Mais les Nahdaouis ont compris. Ils ont accepté de partager le pouvoir avec les laïcs, les communistes et toutes les autres composantes de la société. Et ça, c'est important chez les islamistes. Parce que c'est le point le plus important que je dois souligner et dire, que les islamistes doivent avoir dans la tête que même s'ils sont élus et choisis par des élections libres et démocratiques, dans ces conditions-là, ils doivent bien prendre en considération une chose, que les peuples sont en train de passer ce que j'appelle une phase de transition. Les peuples ont choisi les islamistes, pas pour appliquer la charia. Je le dis, pas pour appliquer la charia. Si les peuples nous ont choisis, ils choisissent des islamistes, ils en ont confiance pour bâtir des institutions étatiques, pour faire sortir le peuple des institutions personnelles, des États post-indépendance, donc à des nouvelles États vraiment démocratiques. Ils en ont confiance, ils ne veulent plus de corruption, ils veulent une administration saine, ils veulent des élections libres, ils veulent une séparation des pouvoirs, liberté de presse, liberté des gens. Écoutez bien, liberté des gens. Donc individuelle et tout ça. Ils veulent une justice forte, indépendante. Les peuples arabes veulent ça. Ils aspirent à ça. Alors il y a beaucoup d'islamistes qui se trompent en croyant qu'on les a donné un feu vert pour faire leur propre programme. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ni pour appliquer, on ne vous a pas donné pour appliquer la charia et tout ça. Non, on vous a donné un peu un mandat limité dans le temps, 5 ans, pas plus. Mais il faut que vous posiez les jalons d'une nouvelle État. Mais un État démocratique. Un État démocratique, avec des institutions. Et je crois que les gens de Nahda ont compris ça. C'est pour ça, pour eux, le meilleur moyen, c'est de pousser la Tunisie à plus de liberté, donc à contrer la violence et tout ça. Et dans ce cas-là, il y a eu ce premier couac, ce qu'on appelle Ansar Sharia, un groupe qui commence à dénigrer Nahda maintenant. Et je me souviens, honnêtement, j'ai eu des explications dans les années 90 avec pas mal de Tunisiens qui étaient proches de Nahda, à l'époque, qui voyaient que ma position personnelle, qui était anti-GIA algérienne, pour eux, non, c'est des frères, et blabla. Et maintenant, après 15 ans, ils savent, voilà. Parce que la personne qui est à la tête de ce qu'on appelle Sharia, Ansar Sharia, il a été très proche du GIA algérien. Hein. Il est connu. Ce n'est pas une personne qui n'a pas été connue. Il s'appelle comment Al-Arid, comme ça, vous le voyez dans la presse, partout. Hein. Il a été au Maroc. Il a été à Oujda en 91, 92, en 92, 93. Il a même eu beaucoup de relations avec les gens du Jaïa qui étaient dans le coin, donc contre l'Algérie et le Maroc à l'époque. Hein. Il était connu. Tous les gens de la Nahda le connaissent ici à l'étranger. Donc, c'est une personne qui était connue par ses positions. Heureusement que Nahda a pris cette position de dire stop Pascal Charles chez Abou-Neb. Donc, ça c'est très bien qu'il y a eu cette évolution. Par contre, ça n'existait pas dans les années 90. Ça n'existait pas. C'est l'islamisme en face, maintenant, se trouve lui-même en face de ce que j'appelle moi, ce fiqh du takfir, donc ces idées un peu plus ou moins extrémistes et tout ça. On se trouve face à ça. Donc il faut bien le voir.
Concernant l'Égypte, que j'appelle la grande crise. La grande crise, c'est l'Égypte. Pourquoi l'Égypte, c'est la grande crise? Parce que nous sommes devant ce que j'appelle deux choses importantes, que je n'arrive pas vraiment à cerner. Je ne veux pas trop faire de la critique. La première chose, c'est la crise de l'opposition. L'opposition égyptienne n'arrive pas à voir deux choses. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à les voir, parce que peut-être elle est un peu guidée, elle est poussée par certains États, on veut faire une contre-révolution donc, contre les frères musulmans et tout ça. Mais il y a ce que j'appelle Ad-Darf. Ad-Darf, c'est ce qui se passe actuellement dans la région. Il faut le prendre en considération. Quand vous faites de l'opposition, il faut voir le contexte régional. Le contexte régional actuellement plaide pour deux choses. La stabilité en Égypte et le retour de l'Égypte à assumer son rôle régional. Parce que l'Égypte, ça fait 2 ans, elle est hors cadre. Elle n'assume plus son rôle régional. Le deuxième point, c'est aussi les frères musulmans. Les frères musulmans, ce n'est pas le temps d'islamiser l'Égypte. L'Égypte est musulmane avant les frères musulmans et elle sera musulmane après les frères musulmans. Donc c'est un fief de l'islam. Prendre tout. Donc ça, ce que reprochent les autres, les démocrates et tout ça, que les frères musulmans veulent tout rafler. Et c'est l'un des problèmes qui secouent toujours cette société, des problèmes qui sont posés au président Morsi. À mon avis, que les frères musulmans doivent savoir aussi, comme l'opposition, que le contexte régional plaide vers une stabilité égyptienne et plaide pour le retour de l'Égypte sur la scène régionale. Parce que la situation syrienne va poser des problèmes. Il va poser des problèmes énormes. Et les gens ne savent pas maintenant qu'il est le début d'un grand problème dans le monde sunnite. Elle va poser des problèmes énormes. Donc si l'Égypte n'arrive pas à assumer son rôle régional, ça sera catastrophique. Je ne sais pas. C'est pour ça que ça m'étonne certaines positions des frères musulmans. La déclaration de Issam al-Arian récemment, soi-disant critiquant le roi du Maroc concernant ce qu'on appelle le comité al-Quds. Pourquoi? Ce n'est pas son temps. Si tu as parlé de quelque chose, ce comité al-Quds, ce n'est pas le temps. Pourquoi tu prends position contre le Maroc ou contre l'Algérie ou contre n'importe quel pays? Ce n'est pas ça. Donc je n'arrive pas à comprendre la politique des frères musulmans. Malgré que je sais qu'il y a une déstabilisation qui vient. Pourquoi ne pas ouvrir, s'il y a un problème, ce n'est pas avec tous les pays du Golfe, le problème c'est avec les Émirats arabes unis. Donc pourquoi ne pas essayer de dialoguer avec les Saoudiens, avec les Koweïtiens, avec les Qataris, avec les Bahrainis, et de trouver une solution avec les Émirats? Parce que l'Égypte a besoin des pays du Golfe, comme les pays du Golfe ont besoin de l'Égypte. Je n'arrive pas à comprendre comment les frères raisonnent. C'est quoi le problème avec les Émirats? Apparemment, il y a un problème de fond avec les Émirats qui date, ça fait 2 ou 3 ans. D'ailleurs, Dahi Khalfan, je l'ai vu moi à Al Jazeera, je l'ai vu sur l'Arabia, il a dit le grand problème qui menace les pays du Golfe, c'est les frères musulmans. Et même, il est allé jusqu'à pousser le bouchon plus loin. Si Qardawi rentre aux Émirats, je vais l'arrêter. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Donc, si c'est Dahi Khalfan, ça veut dire que c'est les plus hauts de Dahi Khalfan, c'est le chef de la police aux Émirats arabes unis. Ah oui, oui. Donc, si la personne a dit une personne ça, ce que c'est une décision de la plus haute instance du pays. Hein. Donc, c'est l'émir des pays. Donc, c'est à mon avis le meilleur moyen pour les frères musulmans, c'est d'engager un dialogue sérieux et serein avec les pays du Golfe. Parce que l'Égypte, on en a besoin. Certes, peut-être des gens comme les ex de Moubarak, tels que Shafiq et tout ça, font des problèmes aux frères musulmans. Mais il ne faut pas leur laisser le terrain. Vous êtes au pouvoir maintenant.
vous êtes au pouvoir, vous avez des bonnes relations avec les États-Unis, avec les Occidentaux, donc essayez d'engager un dialogue sérieux et serein avec les pays du Golfe, parce qu'il y a un vrai problème. Si ça reste comme ça, on aura le choix entre des sunnites corrompus ou des chiites alors au pouvoir. En Égypte? Oui, en Égypte, et puis ça va se répandre dans tout le territoire, parce que en Syrie, c'est quoi qui se passe maintenant? Oui, la question syrienne, oui, mais en Égypte, non. On peut pas voir, il n'y a pas de chiites. On essaie de chiiter l'Égypte. Les Iraniens essayent maintenant, par exemple, de demander, de faire des demandes en Égypte, aussi de leur donner la carotte. On peut vous aider, parce que l'Égypte a un problème d'argent. Hein. Donc, le gouvernement égyptien, il a des problèmes d'argent et tout ça. Donc on essaie de leur dire, on va vous donner de l'argent, on va vous dire, à condition que vous serez avec nous aussi dans le conflit syrien. Donc maintenant, le conflit syrien, si on fait cette étude sur lui, le conflit syrien, comme j'ai dit, un peu, c'est un conflit spécial. D'ailleurs, on se pose toujours la question, comment la Syrie, un parti qui s'appelle le parti Ba'ath, qui est un parti soi-disant arabophone et arabophile, donc qui a défendu l'arabité de la nation et que... Pan-arabe. Donc, oui, Pan-arabe. oui, pan-arabe et tout ça. En plus, je ne sais pas, peut-être vous au Maroc, on connaissait, il y avait tout un slogan qui était dans les écoles syriennes et dans les écoles irakiennes et même au Maroc et tout ça, qui disait tous les pays arabes sont mon pays, donc kullu bilad al-arabi awtan. Donc même on mentionne la ville de Tétouan marocaine, donc parmi eux, donc Menda, il a Tétouan, donc jusqu'à Tétouan au Maroc, tout ça c'est à nous. Donc c'est un peu, donc ça se disait, comment ce pays-là a balancé vers ce communautarisme. Donc un peu de l'histoire. Il a balancé vers le communautarisme parce que le parti Ba'ath, pour arriver au pouvoir, à l'époque, il a ouvert les portes de l'armée à cette communauté alawite. C'était la personne qui a ouvert les portes de l'armée à la communauté alawite, s'appelait Akram Hawrani. Donc c'était un chef, ils étaient Akram Hawrani, Michel Aflaq. Et puis ils ont été tous les deux chassés de la Syrie. Akram Hawrani est mort dans les années 80 à Amman, en Jordanie, et Aflaq est mort aussi dans les années 90, apparemment bien fin des années 80, à la ville de Bagdad, donc chez Saddam Hussein. Et c'est l'un des problèmes entre le Ba'ath irakien et le Ba'ath syrien. Donc le Ba'ath syrien a été un peu, quand on a ouvert, donc la plupart des militaires qui sont entrés, c'était donc des enfants de cette communauté alawite qui ont pris les rênes du pouvoir, soit le Salah Jadid, soit Hafez al-Assad et tous, donc sont arrivés à la tête du pays. Seulement, en arrivant à la tête du pays, Assad a été un peu un fin stratège. Il a mis tous ces gens, donc les gens de sa communauté, dans les principaux postes de l'État, mais il a tenu un équilibre avec les sunnites, en donnant à certaines familles de Damas un peu le pouvoir de l'argent. Donc les gens de Damas, on leur donnait, la famille Shallah, on leur donnait de l'argent dans les années 80. Donc c'était un peu les plus riches à l'époque de la Syrie. Et en tenant une politique un peu équilibrée, durant la crise irako-iranienne des années 80, dans cette guerre qui a duré 8 ans, entre l'Irak et l'Iran, un équilibre dans sa position entre les pays arabes, donc les pays du Golfe qui soutenaient à l'époque Saddam, et l'Iran. Autre point aussi, quand Saddam a envahi à l'époque le Koweït, lui, il s'est arrangé à côté des Saoudiens, donc à côté du pays du Golfe pour la libération du Koweït. Donc un peu, il a réussi à ça. Le problème, qu'il y a eu tout un travail qui a été fait avec les chiites. Donc, et c'est pour cela, quand l'affaire a commencé, c'est ça que je dois un peu... Quand l'affaire a commencé en 2011, Assad ne croyait pas
Bachar al-Assad, ne croyait pas. On a parlé jusqu'à maintenant du père. Du père, oui. Maintenant, on parle Donc, pour faire arriver à Bachar, d'ailleurs, il a au début, Assad donc, a su qu'il a maîtrisé la situation. Donc, il n'y a plus d'opposants, plus de partis politiques, tous font dans la figuration. En plus, il a un peu aussi reconquis le Liban. Donc, c'est Assad père, hein. Il a reconquis le Liban. C'est pour ça quand on lui parlait même du Golan, lui dit pourquoi ne pas reconnaître. Il a dit qu'est-ce que c'est que le Golan par rapport au Liban? Je vous ai reconquis le Liban. Donc maintenant le Liban est sous domination syrienne. Donc même au Liban, il a fait une chose à cette père qui était un peu, on n'a pas aussi réalisé les conséquences. Il a désarmé les sunnites. Donc les sunnites n'avaient plus rien, donc il les a tous désarmés. Il n'y avait plus de mouvement Mourabitoun. Il a chassé Arafat, donc il n'y a plus besoin. Il a un peu aussi couper les ongles des Druzes en assassinant Kamel Jumbala, donc un peu. Et le seul mouvement qu'on lui a laissé les armes, c'était le mouvement chiite qui a été fondé par les Iraniens en 82-83, qui s'appelle le Hezbollah. Donc, on l'a armé et même surarmé sous la bannière de faire de la résistance à Israël. Donc ça, mais on l'a armé, surarmé, et il est devenu l'État maintenant au Liban. Donc quand on voit la dernière apparition de Nasrallah sur Al-Manar, donc en discutant, il a reconnu qu'il participe à tout ce qui se passe en Syrie. Il n'a pas pris, donc il n'a donné aucune valeur à la présidence libanaise. Il n'a pris aucune, donc il n'a pas demandé l'avis du président libanais, ni du gouvernement libanais. Donc lui-même, il fait mon parti. Donc ça veut dire, pour moi, j'ai reçu mes ordres d'ailleurs et je rends tout ça. Donc, justement, c'est quoi les conséquences pour le Liban? Parce que quand on a vu les réactions après... Non, c'est pas seulement pour le Liban. Les conséquences seront pour toute la région. Pour le Liban d'abord, parce qu'il a fait comme si c'était lui le... Non, c'était lui le patron. C'est lui le patron. Parce que même quand le ministre de l'Intérieur a réagi, il avait un peu peur en fait. Tout le monde avait peur. Oui, parce que c'était la politique d'Assad. Donc, et puis, à la mort de Hafez al-Assad, on a installé son fils, donc c'était les Alaouites, donc c'est eux qui menaient la barque. On a installé son fils. Et en 2011, les gens, hein, même en 2000, quand on l'a installé, on a cru qu'il va faire des... Comment on dit? Des réformes et tout ça. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. D'ailleurs, certains opposants comme Michel Quilou, comme toi qui sont... Hein, tous ont cru au début qu'il va faire quelque chose, Arif Dalila et tout ça, mais il n'a rien fait. C'était un peu... Même pas ce qui a été fait par d'autres monarques et tout ça, qui ont essayé de donner une nouvelle ère donc, avec leur gouvernance et de terminer l'ère par exemple, le roi du Maroc. Il a fait à l'époque un peu la fermeture de Tezmemret, donc ce qu'on appelle un organisme qui a essayé de réconciliation et tout ça. Ça veut dire pour donner un signal fort au peuple marocain qu'on a terminé avec la période de Hassan II et on est dans la période de Mohamed VI. Chose que Bachar n'a pas fait. Bachar, par exemple, n'a pas fait un geste envers les gens de Hama qui ont été presque... tué dans les années 80, il n'a pas libéré les gens. Donc ça a été un peu, c'était un peu la continuité de la politique de son père, même grave, où sa famille, des membres de sa famille, surtout de côté de sa mère, ont pris même les commandes économiques. C'est fini. L'économie que son père laissait, donc soi-disant autres familles, tout ça, a été prise par les membres. Donc c'est fini. Donc on est allé un peu loin. Et je pense honnêtement que pendant les années 80-90, les Iraniens, en venant donc, quand Assad, père, a ouvert cette relation syro-iranienne, c'était un peu le but de chiitiser cette population. On a ouvert les Husseiniyettes donc en Iran, en Syrie. C'était des centaines de gens qui viennent chaque semaine d'Iran, soi-disant, pour visiter, pour faire ce qu'on appelle des visites à des lieux saints chiites, et ainsi de suite. Donc tout ça se faisait à l'époque. Donc les gens ne savaient pas que c'était une politique, un peu d'une façon indirecte, d'occupation iranienne de la Syrie, que les gens ne l'ont su comme... Et à mon avis, il y avait deux points essentiels. Le premier point, c'est un peu refaire. Les Iraniens ont pris la décision d'imamiser. Je veux dire, ça veut dire imamiser
Le mot, je le prends de ce que j'appelle le rite duodécimain, le chiite duodécimain. Donc, un peu faire revenir toutes les composantes de l'autre chiisme septicimain, parmi eux les Alaouites par exemple, de Syrie, les Alivides de Turquie, les Baharas de l'Inde, les gens du Pakistan, même les Houthis qui sont Zidites au Yémen. Tout ça, on essaye de les faire revenir au giron duodécimain. Comme il n'y a plus personne qui défend le scepticisme, qui défend l'Ismaïlia, comme on l'a dit. Et c'était des sectes et des groupes appartenant à cet Ismaïlia. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu d'aller aux vieux et tout ça, non, on aille chez les jeunes. On les recrute, on les envoie faire des études dans les hawzat, donc soit à Qom, soit au Najaf, soit là où il y a le chiisme. Et comme par exemple Houthi du Yémen, Badr al-Din al-Houthi, devenu vraiment une personne donc carrément duodécimain, où avant les Zaïdites vivaient en parfaite harmonie avec les sunnites au Yémen pendant des siècles, où maintenant tout ça est tombé à l'eau parce que on a commencé à 7 ans. Et ce qui s'est passé, la deuxième chose, je pense aussi qu'une personne comme Bachar al-Assad a été converti au duodécimain et même, à mon avis, il a fait allégeance à ce qu'on appelle actuellement donc, le guide. Donc ça, c'est ce que je pense. Parce que la situation syrienne m'a donné cet avis. Donc cette position de la situation syrienne m'a donné que la personne vraiment est une personne liée donc, à Wali al-Faqih et avec par une allégeance officielle. Donc ça, quand les choses ont commencé en 2011, lui, quand la situation est passée en Égypte et tout ça, il s'est cru un peu d'une façon plus ou moins, comme on dit, immunisé. Il a donné même des interviews à des journalistes londoniens et tout ça, comme quoi ce qui s'est passé est normal, parce qu'il y avait l'eau quand il est dans une situation stagnée, il faut un peu le faire. Quelques jours après, c'était Daraa. Daraa, c'est la région de Hawran, donc c'est la région un peu arabophone et arabophile de la région, donc un peu plus ou moins bédouine, donc au sud de Damas, à 200 km de Damas, donc au sud de Damas, la frontière jordanienne. Eh bien, on a commencé par des gosses qui ont écrit sur les murs donc demandant la chute du régime et tout ça. Ces gosses-là, qui n'avaient même pas 14 ans, ont été arrêtés, pris dans des commissariats et tués par le cousin de Hafd al-Assad, de Bachar, qui était le gouverneur. Et plus grave encore, quand leurs familles sont allées demander donc, de leurs nouvelles, on n'a pas voulu dire qu'ils les ont tués, on les a un peu insultés, disant écoutez, oubliez que vous avez des enfants, faites sans d'autres. Et si vous n'êtes pas capable, nous sommes capables de vous faire des autres enfants. Et ça a été un peu une chose qui a fait très mal aux gens. Et c'est le début des événements. De Daraa, les gens ont entendu parler. Moi, j'ai vu une interview d'une personne qui était générale dans l'armée syrienne qui a fait défection. Il a dit j'étais dans mon bureau, quand j'ai entendu tout ça, je dis que ça ne va pas s'arrêter. C'est une chose qui ne s'arrêtera pas. Et même Assad a reconnu que Hamza al-Khatib, 14 ans, il a été tué, il a été torturé, tout ça. Il a reconnu devant des invités à lui, donc qui ont raconté ça, qu'il a reconnu que... Et depuis là, au lieu d'analyser la situation, on a dit que c'était un complot. C'était un complot qui vise la présidence syrienne. Et ça, c'était la première thèse. Quand on a commencé les manifs et tout ça, c'était un complot. Et au lieu de faire une autre stratégie, une autre approche, c'est ça ce que je reproche aux Iraniens, de faire une autre approche, les gens sortent, et bien d'autres aussi sortent pour acclamer Assad. Et puis, fais des réformes et présente-toi à des élections. Parce qu'au début, personne n'a demandé le départ d'Assad. On a demandé des réformes. Et bien malheureusement, on a commencé à faire sortir l'artillerie lourde et à tuer des gens d'une façon un peu, quand les gens sortent pro-Assad, il ne leur arrive rien. Quand les gens qui sortent contre Assad, on essaye de le tuer par des gens, ce qu'on appelle des ninjas. Donc les gens qui font... Donc les Syriens les appellent Shabiha. Par contre, dans d'autres pays, on les appelle des ninjas. Donc et ça a duré 6 mois.
6 mois, lui-même, il a reconnu que la révolution, donc les gens sont sortis en toute quiétude, ils sont sortis demandant des réformes, tout ça, sans être militarisés. Et Assad a choisi ce que j'appelle le scénario algérien. Le scénario algérien, c'est de faire sortir l'opposition de l'opposition politique à l'opposition militaire. Donc les pousser à prendre les armes. Donc c'est ça l'idée ce qui a été fait en Algérie à l'époque pour le fils. Le fils, d'une façon indirecte, on l'a fait glisser du terrain politique à l'affrontement dans sa direction politique n'a pas été une direction vraiment lucide, ni vraiment politicienne dans les idées. Donc elle est tombée dans le piège. Et elle a appelé à l'époque à ce qu'on appelle la grève donc, de juin 91, qui a fait se balancer donc, les gens du fils d'un parti politique qui aspire donc, à un parti qui va rentrer dans les problèmes avec les services de sécurité, avec l'État. Donc ça a été un peu... C'est la même politique où on a poussé les gens, de façon indirecte, donc, à sortir, à se militariser. Et c'était des militaires sunnites qui ont pris cette décision. Pourquoi sunnites? Parce qu'ils ont eu devant eux 2 armées. L'armée tunisienne et l'armée égyptienne. L'armée tunisienne et l'armée égyptienne, c'est des armées qui ont donné une leçon à l'armée syrienne et à d'autres armées dans les pays arabes, parce que Kadhafi n'avait pas d'armée, il n'y avait pas d'armée libyenne, donc il avait ses propres brigades ou ses propres phalanges qui le devenaient. Il n'y avait pas d'armée, il a décortiqué, il a même anéanti l'armée libyenne depuis 1984. Par contre, en Tunisie, il y a une armée, en Égypte, il y a une armée, une très forte armée, une grande et forte armée. Donc l'armée égyptienne et l'armée syrienne et l'armée tunisienne ne sont pas impliquées dans l'assassinat des peuples. Ni le peuple tunisien ne peut reprocher à son armée de l'avoir tué, ni le peuple égyptien ne peut donc reprocher à son armée d'avoir tué les manifestants. Ça c'est important. Ici, c'est l'armée, dont la plupart, il y a beaucoup de sunnites, mais qui malheureusement ne sont pas trop gradés, ni avoir les postes clés, qui ont commencé à quitter l'armée et à faire ce qu'on appelle l'armée libre, ce qu'on appelle actuellement l'armée syrienne libre, l'ALS. Donc l'armée syrienne libre, mais l'armée libre syrienne. Donc, et le scénario algérien n'a pas marché parce qu'on a commencé à accuser tout le monde qui a ce qu'on appelle Jabhat al-Nusra. Jabhat al-Nusra, c'est un groupe, donc on ne sait pas, et ça va poser un de ces jours, on va ouvrir ce débat. Qui est Al-Qaïda? Comment elle a évolué? Qui est derrière? Pourquoi elle est utilisée toujours pour un peu faire échouer les projets du monde sunnite? Al-Qaïda est devenu un fardeau pour les sunnites. Pourquoi? Quelle est la position d'Oussama Ben Laden devant Allah Tabaraka wa Ta'ala? Qu'est-ce qu'il va répondre, cette personne que les gens ici ont voulu le vénérer? Où est Dawahiri? Qu'est-ce qu'il fait, ce Dawahiri? Donc, ça va poser une question. L'affaire syrienne, elle va ouvrir le dossier Al-Qaïda, pas chez les Occidentaux, non, c'est chez les musulmans sunnites. Mais ils l'ont fait de temps en temps, ils ont déjà essayé. Hein. Non, parce que le gouvernement syrien, pour faire échouer cette révolution syrienne, a accusé tous les gens que tout ça, c'est Al-Qaïda, c'est Jabhat al-Nusra qui est derrière. Un peu, c'est comme ce qui s'est passé en Algérie, comme le scénario algérien. Donc la volonté des gens du fils à l'époque, la plupart des gens du fils n'étaient pas des terroristes. On les a accusés dès le début. Donc en 92, après l'assassinat de Boudiaf, je me souviens, Ali Kafi a parlé du terrorisme. Et que nous allons vaincre le terrorisme. Toute la composante fils est devenue une composante terroriste. Deuxième point, c'est pour ça que je dis la classe politique du fils n'a pas bien compris les choses. Ce n'est pas une classe mature. En 94, des hautes personnalités du fils ont décidé, donc ils ont donné un coup de grâce à leur propre parti. Donc à l'époque, c'était Mohamed Saïd, Rajam, Haddam, Zawi, tous ces gens-là ont fait dissoudre le parti politique qui est le fils dans ce qu'on appelle la Jama'a Islamia algérienne, donc la Jama'a Islamia,
un groupe inconnu. Donc, on a fait dissoudre un parti politique avec toutes ces, donc, avec tout ce qu'il a comme référence dans un groupe inconnu. Et ce groupe inconnu a fait une politique d'abord, pas seulement une politique un peu ignoble, l'assassinat des femmes, des enfants, par des communiqués. Il a un peu aussi mondialisé l'inimité contre le fils, en assassinant et en tuant des Vietnamiens, des Serbes, des Français, des Belges, des Américains. Mais pourquoi tout ça? Des Chinois. On n'a pas de problème, nous, avec tous ces gens-là. Sur quelle base? Donc, et ça, ce que se fait, donc ça, c'est ce que j'appelle toujours moi, si vous voulez faire échouer ou bien salir une bonne cause, il faut faire introduire ces gens-là à l'intérieur. C'est comme quelqu'un qui introduit le loup dans la bergerie. Les gens qui, ce qu'on appelle ces gens, comme on dit, extrémistes dans leur position et dans leur fiqh et dans leur droit juridique et tout ça, qui n'ont pas de ligne dès que tu n'es pas avec lui en phase dans une chose, il ne voit que te tuer. Donc c'est un problème de fond. C'est pour ça que les Syriens ont essayé, le gouvernement syrien, Bachar a essayé de jouer cette carte, mais apparemment ça n'a pas marché parce que le peuple syrien, c'est un peuple généralement tolérant. Ce n'est pas un peuple extrémiste. Donc, c'est un peuple qui n'est pas un peuple ignorant. C'est un peuple qui connaît bien. C'est un peuple qui... En plus, il a oublié que les temps ont changé. On n'est plus dans les années 90. Qu'actuellement, il y a les canaux, l'Arabia, Al Jazeera, donc Facebook, l'Internet. Donc, ce n'est plus... On ne peut pas faire de guerre sans image. Le temps de guerre sans image est révolu. Donc, les années 90 ou les années 90... En Algérie, ça a été une guerre sans image. Donc les gens ne savaient pas, on n'a rien vu, on n'a pas vu, donc personne n'a réagi. Donc même actuellement, donc ça c'était un peu ce que j'appelle le scénario à l'algérienne. Donc il a échoué et il a oublié aussi que le fils était seul parce qu'il n'avait pas de soutien, ni régional ni international. Par contre actuellement, il y a un soutien plus ou moins régional de la part de certains pays à cette révolution. Ça, ce que j'appelle. Ce qui est un peu, pour moi, ce qui est étonnant, il y a deux points essentiels aussi qu'on doit voir et qu'on essaye de voir. C'est la position iranienne. Elle est importante, la position iranienne. Et dans la position iranienne, on se demande tous pourquoi l'Iran a eu cette position. Qu'est-ce qui explique cette position? Pourquoi des dignitaires religieux iraniens ont appelé au djihad en Syrie? Pourquoi des dignitaires religieux iraniens ont dit que défendre Damas, c'est défendre Téhéran? Donc, pourquoi tout ça? Et pourquoi aussi l'Iran n'a pas pris d'autres positions? Si le peuple syrien a demandé de changer Assad, il y a beaucoup de gens qui sont des amis de l'Iran qui peuvent qui peuvent prendre ce poste. Pourquoi donc Assad, on a un peu, comment on dit, personnifier la Syrie dans la personne d'Assad. Donc, pas question qu'Assad parte. Assad doit se présenter aux élections 2014. Donc, ça, c'est anormal. Parce que ça pose un problème que j'appelle, en ce temps-là, dans la politique internationale, en ce temps-ci, c'est un problème de moralité politique mondiale, humaine. Est-ce que le monde peut toujours accepter qu'une personne comme Hitler peut être à la tête d'un État après avoir fait des ravages et tué pas mal de millions de gens? Est-ce que le monde peut accepter, c'est ce que j'appelle une morale politique humaine, humaine, tous les êtres humains? Est-ce qu'une personne comme Pol Pot, qui en a tué je ne sais pas combien, peut être à la tête de l'État? Donc maintenant, on ne peut pas tuer 100 000 personnes et aspirer à être toujours à la tête de l'État. C'est fini, ce temps il est révolu. L'humanité est arrivée à un autre stade. Et je dis l'humanité, c'est pour ça que je rappelle les tournants humains. Si quelqu'un tue 100 000 personnes, quel pays va le recevoir? Ça, c'est un problème qu'il faut, à mon avis, bien réfléchir. Les Iraniens doivent réfléchir à ça. Je ne sais pas comment, c'est des gens qui ont une civilisation et tout ça, ils n'arrivent pas à comprendre comment ils n'arrivent pas à réagir et à comprendre une telle chose.
Autre chose qui pose, est-ce que le projet iranien est un projet pour défendre l'intérêt de l'Iran, ou bien c'est un projet qui veut avoir des tentacules dans des pays voisins? Est-ce que l'Iran, comme m'a dit un frère, c'est normal, elle veut jouer avec les grands? Mais pourquoi on dépend des petits? Pourquoi on dépend des pays arabes? Saddam Hussein a voulu jouer avec les grands, mais la première chose, il a occupé le Koweït. Sa fin a été tragique, il a payé chèrement. Donc quand on veut jouer avec les grands, est-ce que délibérément on doit jouer sur la région donc, qui un peu plus ou moins qui n'a pas de cette animosité contre l'Iran? Elle a sa place dans le monde musulman. Personne ne peut dire qu'elle n'existe pas ou elle n'a pas le droit d'exister. Donc c'est pour ça que je n'arrive pas vraiment à analyser la situation iranienne, à moins que ce sera un peu une colonisation. Et ça, c'est la gravité de la situation, si elle sera une colonisation perse des autres régions. Donc des régions arabes, ce qui se passe en Irak actuellement. Donc c'est l'Iran qui dit que c'est Maliki qui soit à la tête, malgré qu'il n'a pas eu ces élections. C'est un autre chiite qui les a eu, c'était Ayad Alaoui. Donc, mais l'Iran l'a imposé. On l'impose comme il n'y a plus d'État au Liban, qu'on dit. Elle impose Assad. Et demain, je ne sais pas ce qu'elle va imposer. Et là où il y a un chiite, où il y a un groupe chiite dans le monde arabe, donc l'Iran dit non, ce groupe, il aura droit à tel ou tel droit. Donc, et ça, on est devant une situation grave, où les États, tous les États, n'arrivent plus à avoir leur mot à dire dans leur propre pays. Ça ne va pas mener à des indépendances ethniques au sein même de l'État, une fraction... Oui, ça peut mener à ça. Ça peut mener à ça. Ce qui se passe, ça peut mener par exemple à un problème dans l'Est de l'Arabie Saoudite qui est chiite, ce problème de Bahreïn va se poser. Et là où il y a un chiite partout, demain si on aura 10 chiites en Algérie ou au Maroc, ils vont nous dire que nous avons droit à ça, sinon l'Iran va intervenir. Et ainsi de suite. Donc là, tous les États ne seront plus dans le droit. Et même, ça va poser pour l'Iran, parce que c'est à double tranchant. Parce que aussi il y a des sunnites en Iran, les Blouches, les Kurdes, tout ça aussi, ça va être un autre problème. Donc à mon avis, et c'est pour ça que j'ai dit hier une chose importante, écoutez, les États idéologiques, c'est pas bien. C'est pas bien, ils finiront par s'éclater. L'État doit servir tous ses citoyens. Elle doit sortir de l'idéologie. Si un État persiste à défendre une idéologie ou à introduire un fiqh, une pensée, comme certains États le font, tous ces États-là finiront tôt ou tard donc, avec un problème. Les États doivent être des États, en toute honnêteté, laïques, qui défendront tous leurs citoyens, sans exception, leur liberté et leurs droits. On défend tous les citoyens de quelle religion, de quelle race, à avoir leurs pleins droits. Leurs pleins droits. Il y a des Marocains, les Juifs marocains doivent avoir leur place dans la société marocaine. Ils doivent avoir leur place dans la société marocaine. Et ainsi de suite. Tout le monde doit avoir sa place. Moi, j'ai une question. Non, juste pour dire ça, je termine parce que c'est long un peu la Syrie, je trouve. C'est long un peu. Donc, peut-être on aura l'occasion de revenir. Donc, la seule chose que je viens à la sœur, c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que c'est un projet national iranien ou c'est un projet chiite, donc on veut, ou bien c'est un projet de domination donc, iranienne sur le cheval chiite du monde arabe? Ça, c'est des problèmes qu'on doit se poser, qu'on doit lui dire à l'intelligentsia iranienne. Elle doit savoir qu'il ne faut pas avoir ce qui se passe en Syrie, donc surtout l'intervention des Hezbollah, l'intervention des Maliki, l'intervention des milices chiites partout. Donc ça va avoir des conséquences néfastes partout dans le monde sunnite. Le monde sunnite a oublié ces problèmes-là. Il est sorti du communautarisme. Donc on va le faire revenir au communautarisme. On va le faire revenir au communautarisme. Donc un peu d'une façon indirecte, on est en train de pousser les autres aussi à dire, écoutez, nous sommes dans une situation de défense. Attention, c'est difficile. Donc, il y a beaucoup de gens qui le disent d'ailleurs, on en a entendu, beaucoup de gens qui disent, écoutez, l'heure est grave. Quand vous entendez hier Qardawi, qui est une référence sunnite, eh bien, j'ai entendu moi son discours hier. Qardawi a pleuré, il a dit, si j'étais jeune, je serais à Qusayr. Il a dit, je n'ai plus l'âge. Et c'est grave. Qusayr, c'est là où le Hezbollah a frappé. Hein. Il a dit, moi j'ai soutenu Hezbollah en 2006.
je l'ai soutenu, je prends les jeux. Et maintenant, parce que les gens se disent, écoutez, c'est nous qui avons ouvert les portes aux gens quand on les a bombardés au Liban. C'est nous qui leur avons prêté là. C'est le peuple syrien, ces armes-là ont été achetées par l'argent des Syriens, donc ils sont à 89% sunnites. À 89%, ils sont sunnites. C'est eux qui ont acheté ça. C'est leur bien, c'est les Syriens. Pourquoi maintenant vous nous faites ça? Moi, j'en ai entendu beaucoup de gens qui le disent. Même un Syrien ici me l'a dit. J'en ai pas à savoir pourquoi. Donc c'est pour ça, le Hezbollah lui-même, en faisant intervenir ça, c'est l'Iran qui est intervenu. Hein. C'est l'Iran. L'armée, c'est Hezbollah, c'est 5000, mais les 100 000 autres, c'est les gardiens de la révolution qui frappent actuellement en Syrie. Hein. Ils sont partout. Donc c'est comme les Iraniens maintenant sont pleins dedans, ils ne veulent pas intervenir au nom de l'Iran, parce que c'est un État qui doit être condamné par l'ONU. Donc ils interviennent au nom du Hezbollah, qui n'est pas un État. C'est pour ça qu'a mis le Liban dans les problèmes. C'est pour ça que le gouvernement libanais a été interpellé mondialement. Il fait partie de votre gouvernement. Et maintenant, le savent, tout le monde sait qu'il n'y a pas de gouvernement au Liban. C'est l'État du Hezbollah. J'ai une question. Oui. Votre analyse, moi je ne connais pas très bien les cas syriens, mais elle donne à penser qu'il n'y a que le chiisme qui pose problème. Il n'y a que l'Iran qui a des intérêts dans la région, alors qu'à mon avis, il y a les Iraniens qui ont leurs intérêts et qui agissent, mais il y a aussi les Saoudiens, les Qataris, etc. Et les djihadistes. Il y a tout un pendant. Ok, il y a d'autres. Il n'y a pas que les Iraniens qui sont en train de tirer les ficelles. Les djihadistes, honnêtement. Ils ne veulent pas rester. Non, c'est des farfelus. Combien de djihadistes? Je ne sais pas. Non. Le blabla de certains groupes, Harar Shia, on les connaît. Ce qu'ils ont dit 10 et 15, 10 et 15, je peux moi, il y a des problèmes. Mais le fait que le monde sunnite... On peut être 15 ou 16 personnes qui ont 2 ou 3 FMPK, ils font Ansar Allah, Ansar Saoud. Non, ça c'est le blabla. D'accord. Les Saoudiens, oui. les Turcs et les Qataris. Ok, oui, les Turcs aussi. Oui. Ils soutiennent l'opposition. Ce n'est pas eux qui l'ont forcé à être militarisé. Ils ne sont intervenus qu'après que le pouvoir a refusé toute réforme face aux manifs du peuple syrien. Ce n'est pas eux qui ont poussé les Syriens à faire des manifestations. Je doute, moi, que les Saoudiens, que les Qataris et que les Turcs ont poussé les gens à sortir dans la rue. Je doute à ça. Les Syriens sont sortis. 6 mois. Ils ont été massacrés, tués. Et c'est là où ces États-là sont intervenus pour aider cette opposition. Le problème, maintenant, pourquoi les aider? Vous pouvez me dire pourquoi ils les aident? Non, ce n'est pas qu'il y a des intérêts. Qui pourront en tout cas, comme dit l'UNESCO. Parce qu'il y a une chose. Pourquoi il n'y a pas eu de réforme? C'est là la question. Pourquoi le gouvernement syrien et Bachar n'a fait aucun pas vers des réformes politiques? Quand il a entendu hier ou avant-hier que peut-être ce qui se passe à Genève 2 peut être à ses dépens, qu'on va lui demander de quitter, que les Russes vont lui dire écoute, c'est fini, qu'est-ce qu'il a dit? Participe. Non, il a dit. Élection 2014. Non, avant. Il a dit si quoi que ce soit, moi je ferai un référendum populaire. Ça veut dire que je n'accepte pas. Et nous irons pas il faut qu'on voit ce qu'il y a de, comment on dit, facile, les détails. Les détails, tout ça. Parce que il y a des infos qui arrivent de part et d'autre, tous les gens les colportent, comme quoi Assad on peut lui dire de partir. Donc Genève 2, avec l'aval des Russes, on lui demande de partir. Et ces infos-là, pourquoi il n'y a pas eu? Parce que une minute, hein, je vais donner. Allô? السلام عليكم طيب الله يحفظك.
راني نكمل مع الإخوة ونجي إن شاء الله وركتا. Pas d'Iran, qui ne veut pas faire de réforme, parce que Allah a son projet. Allah a son projet dans la région. Et ce projet-là se fera aux dépens de la nation arabe. Allah a son projet. Et Assad est une pièce maîtresse dans son projet. Elle veut ni changement, ni réforme, parce que tout changement passe par des élections libres. Et les élections libres n'amèneront pas Assad au pouvoir. Il n'y avait pas de réforme. Et ça, tout le monde a su. Les Israéliens ne veulent. Par contre, les Russes veulent jouer de la carte de la Syrie pour d'autres choses internationales avec les États-Unis et tout ça. Donc la carte syrienne est une carte que nous n'avons pas lâchée comme ça. Nous avons monnayé cette carte pour d'autres problèmes, d'autres envergures. Par contre, les Iraniens, non. Les Iraniens ont leur propre projet. C'est le croissant chiite. Leur propre projet qui passe, ce projet-là, donc, se fera aux dépens du monde arabe. Et ça, je trouve, c'est illogique. Honnêtement, ça c'est mon position. Ils défendent leurs intérêts, c'est une question de réel politique, d'intérêt, de géopolitique, et chacun, les Saoudiens aussi défendent. Non, pas les Saoudiens. Non, ne se fait pas seulement aux dépens des Saoudiens. Non, il y a une chose, tu peux faire un projet aux dépens des Saoudiens, ça c'est libre. Mais on ne fait pas un projet aux dépens d'une autre nation complète. Et surtout d'un autre rite complet, d'1 milliard de sunnites. On ne fait pas ce projet-là donc contre ces gens-là. Je crois qu'ils s'en fichent, concrètement. Oui, ils s'en fichent. Ils sont forts, ils se voient forts. Il y a même, je peux le dire, Ils ne vont pas calculer. de façon, je peux dire qu'il y a un peu horreur. Hein. On est fort, on a l'arme nucléaire, on a tout. Les sunnites, il n'y a aucun État fort qui peut les défendre. On fait ce qu'on veut. Hein. Ça, ce qu'on le voit tous. Donc, l'intervention actuellement en Syrie, ça prouve ça. Donc, ça ne nous intéresse pas. Les autres n'ont pas de valeur. Le problème, il est là. Les autres n'ont aucune valeur. C'est le rôle d'Israël. Je vais me de la bouche. Non, Israël n'a pas... Ils ont frappé au sud de la Syrie. Pas soi-disant des positions du Hezbollah. Non, c'est pas... Israël, elle veut deux choses. De la stabilité. Non, elle veut deux choses. Non, ça... On a entendu elle se réjouit de ce qui se passe en Syrie. C'est un État donc, il ne va pas... Même les Iraniens triomphent avec Assad. L'État ne sera reconstruit que dans 10 ans. Plus grave encore, la fissure entre les deux communautés sera grande. Donc le problème de reconquérir le Quds, ça sera de la... Mais il y a la thèse comme ça quoi... Sera il y a la thèse comme quoi Assad arrange Israël. Oui, Ils veulent qu'il reste. Non, Oui. ça, autre chose. Je parle d'abord, Israël, la première chose, se réjouit. C'est le premier point. Elle se réjouit, donc elle est tranquille, il n'y a plus d'armée du Nord. Non. Le seul problème qui l'a dérangé, c'est que l'arrivée des Iraniens maintenant qui sont avec leur armée, c'est pas les Hezbollah, c'est les Iraniens, c'est le Haras Taouri, tout ça, qui est un peu à la frontière avec Israël, avec des armes. Elle les a frappés. Netanyahou est allé à Moscou, il a eu des assurances. Des assurances que Israël n'a rien à craindre de Poutine. C'est pour ça qu'il est revenu en eux. Il est revenu. Ça ne nous intéresse pas. Il a demandé même à ses ministres de ne plus faire de déclaration. C'est ça. Il faut comme ça lire la situation. C'est ce qui s'est passé, exactement. Donc pour lui, Assad s'arrange des Israéliens parce que 40 ans, il n'y avait pas eu de problème. Donc, alors que Assad ne parle que de... Même hier, nous allons ouvrir le Muqawma pour dire à Israël de ne pas intervenir. Hein. Ne pas intervenir, pas plus. Donc, Israël, ça se réjouit. Maintenant, les Hezbollah n'est plus supporté dans le monde arabe, ni dans le monde musulman sunnite. Donc, ce n'est pas de la même place qu'il a avant 2006. C'est fini. C'est fini. S'il y aura un bombardement de l'Iran par
par Israël concernant donc, le nucléaire et tout ça, on y arrivera aussi à ça. Il n'y aura plus de marche dans le monde arabe condamnant tout ça. C'est fini, il faut oublier. Il faut oublier. Donc, les Iraniens aussi, d'une façon indirecte, vont se trouver seuls. Certes, peut-être ils sont forts, peut-être ils ont leur propre armée, leur propre... Mais ils n'auront plus comme soutien cette base du monde arabe, du monde sunnite en général. Ça aussi, c'est un point à bien réfléchir. Donc, et donc, il faut que le monde sunnite réagisse. Et par mieux, il y a c'est difficile. C'est difficile. Non, le monde sunnite a du retard. Il a du retard. Le monde chiite est en avance. Est en avance militairement, organisationnellement. Il a un État. Il a des institutions. Le monde sunnite est en retard. Il est très en retard. Le seul pays qui peut faire face, c'est la Turquie et l'Égypte. Mais les deux ne sont pas capables actuellement. Ne sont pas capables de faire. Même pas la Turquie? Même pas la Turquie, elle ne peut pas rentrer. Elle ne peut pas. On n'a pas les moyens. Jusqu'à présent, on n'a rien fait. Elle a aidé les réfugiés, les gens qui partent et sortent, mais à part ça, il n'y a rien. Mais elle est liée à l'OTAN aussi. Elle est liée à l'OTAN, c'est pour ça. Mais elle n'a pas aussi les moyens, même si elle n'est pas liée à l'OTAN. Elle ne peut pas. L'Iran est trop forte actuellement. C'est pour ça que j'ai dit le mot ghorour. Envoyer plus de 100 000 personnes en Syrie, donc c'est pas facile. 100 000. Plus. Ils sont partout, hein. C'est pas Qusayr, hein. Les gens parlent de Qusayr. Ils sont à Daraa, à Damas, à Alep. On reconquit, c'est un peu d'une façon indirecte une invasion. Seulement on l'a fait au nom de Hezbollah, pas au nom de l'Iran. Et les gens vont la voir. Bon, 2-3 semaines, elle va être plus visible. Hein. Les Iraniens, eux-mêmes aussi sont bloqués dans leur politique. Ils vont, tu vas reconquérir, tu reconquis la Syrie, Assad sera président. Il gouvernera qui? La Syrie a été détruite. Hein. Les villes syriennes sont détruites. Détruites par leur propre armée. Donc, hier, quand on m'a parlé de la Russie, la Russie n'a pas voulu d'intervention étrangère de l'OTAN. Oui, bien. Mais est-ce qu'elle a défendu le peuple syrien? Est-ce qu'elle a dit à Assad de ne pas utiliser l'armement lourd, de ne pas utiliser les scouts, de ne pas utiliser les armes chimiques? Est-ce qu'elle a dit ça? Elle ne l'a pas dit. Donc, je dis la Russie à la Grozny, quand elle a démoli